Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Quentin Jardon. Bonsoir David. Ça va bien? Super bien. Ouais. Allez, 3 petites questions pour commencer cette émission. Quentin, si vous étiez un sentiment, vous seriez lequel? Alors ça va peut-être vous étonner parce que j'ai donc publié un premier roman qui s'appelle Le chagrin moderne, mais je dirais la joie. D'accord, donc on prend l'opposé. Exact. Vous êtes joyeux dans la C'est pour vie? brouiller les pistes. Pas mal. Si vous étiez un roman, le titre d'un roman? Alors un roman que j'ai lu il y a 2-3 ans qui m'a beaucoup marqué, c'était alors un gros classique que j'ai pas lu à l'école comme sans doute au contraire de bon nombre d'élèves, Sa Majesté des Mouches, Lord of the Flies. Ouais. Je sais pas, il y a un truc dans le côté aventureux, en même temps enfantin, sauvage, imprévisible, un peu tout ça qui m'a vraiment bouleversé et surpris au départ d'une histoire très simple. Et je sais pas, moi, il y a quelque chose qui m'a tourmenté, qui était de l'ordre de l'intime, comme ça, qui m'a fort bousculé. C'est une lecture qui me reste même 2-3 ans après, alors que j'ai l'impression d'avoir lu beaucoup de livres depuis. Ça donne envie en tout cas. Et si vous étiez une époque, ce sera ma dernière question. Quelle époque? Ce serait alors si je veux vraiment brouiller les pistes, je vais dire maintenant, avec un roman qui dresse pas un tableau très flatteur de notre époque, mais en fait non, quand même, je dois avouer que j'ai une forme de nostalgie d'une époque que j'ai limite pas connue et qui est pas si lointaine. Ça doit être, je dirais plutôt la deuxième moitié du XXe siècle, mais là je vais la prendre juste pour le côté mon métier qui est de journaliste et maintenant un peu écrivain, où on était encore la deuxième moitié de ce XXe siècle dans une période assez fastueuse pour ces métiers-là. La presse qui tournait encore à plein régime, les revenus publicitaires qui permettaient de financer ces métiers-là. Et donc là, on sent qu'on est quand même dans un secteur sinistré. Et le fait de travailler là-dedans comme ça depuis 10-15 ans, forcément, ça travaille un petit peu son moral. On a l'impression que tout s'écroule petit à petit. On va parler d'écroulement, d'effondrement. Voilà, c'est ça. Donc j'irai pas très très loin, mais juste dans quelque chose qui me permettrait, moi, de travailler dans un climat qui serait, je sais pas, enthousiasmant. Les années 50 par exemple. Allez, par exemple. Par là, 50-60. Ouais, 50-60, c'est bien ça. Merci Quentin. Vous venez en tout cas nous parler du chagrin moderne et vous êtes l'invité de LCR ce soir. S'il se passe quelque chose est un spectacle théâtral très très rigolo. Non, ne riez pas. Ne riez pas, ce n'est pas de l'humour. Une sorte de one-man show, comme on le dirait dans la langue de Molière. Avec un acteur à la présence scénique majestueuse. Qui comprend des jeux de mots ébouriffants. Marie-France, c'est mon assistante. Elle m'épaule. Mais aussi des performances buccales inégalées. S'il se passe quelque chose, c'est aussi de l'émotion. Adieu, ma bonne et tendre sœur. Pensez toujours à moi. Je vous embrasse de tout mon cœur. Ainsi que... De la violence. Quel nul, tu me dégoûtes, je te quitte. Et du sexe. Non mais je veux dire, moi j'ai pas de maître, j'ai pas de mentor. Je m'agenouille devant personne. Sans oublier des effets spéciaux artisanaux, plus communément appelés mimes. C'est un téléphone. J'arrive pas à trouver la sortie. Eh oui, c'est un téléphone bande-annonce d'un spectacle de Vincent de Dienne. Il n'y a pas souvent d'ailleurs des bandes-annonces, je trouve, pour les stand-up. Et encore moins de romans d'ailleurs. J'ai cherché un peu en préparant cette émission. Une bande-annonce de roman? Non. ça, il faudrait aussi, je trouve. Ça commence. Non, de personnage principal de roman qui serait un acteur de stand-up. Mais je dois dire, alors ça existe certainement, je pense d'ailleurs, comme on a un petit peu parlé pendant mes rencontres en librairie cet automne, il y a des romans qui en parlent, mais c'est vrai que c'est pas du tout un personnage courant dans la littérature même contemporaine, des personnages de stand-up. Peut-être dans le monde anglo-saxon, non? Oui, sans doute plus, parce qu'il y a une tradition anglo-saxonne, particulièrement américaine, du stand-up, mais c'est vrai que dans la littérature francophone contemporaine, j'ai pas là comme ça de nom de titre qui me vient à l'esprit. D'où ma question, Quentin, pourquoi avoir choisi ce personnage de Paul Balizeul? C'est le nom d'un village wallon en plus. C'est le petit clin d'œil à la belgitude. Humoriste belge de 30 ans, 29 ans. Pour 2 raisons. La première, c'est que, alors je pense pour 2 raisons, il y a peut-être d'autres insoupçonnés que j'ai pas encore réussi à conscientiser, mais en tout cas 2 raisons principales, c'est que d'abord, moi j'avoue que j'ai une fascination pour le monde du stand-up, pour aller de temps en temps voir des spectacles. Je trouve qu'il y a un truc qui est tellement culotté pour un ou une humoriste comme ça de monter sur scène, surtout les apprentis, les débutants, qui ont une sorte de contrat vertigineux avec leur public qui ne connaît pas cette personne, qui n'a jamais vu. C'est de le faire rire ce public presque immédiatement, sinon ça marche pas, sinon c'est un vautrage, sinon il y a un malaise terrible, tant pour le public que pour l'artiste. Donc je trouve que c'est extrêmement courageux de faire ça. Et surtout quand ça marche, il y a un sentiment hyper jouissif d'être
d'être dans le public comme ça, de découvrir quelqu'un qui a réussi à nous faire rire au moyen de choses très simples, en étant juste avec un micro là debout comme ça sur scène avec juste des petites histoires. Donc moi ça me fascine. Je pense que quelque part j'ai peut-être toujours voulu être stand-upper, je ne le saurais jamais. Mais l'avantage, pourquoi pas. Mais j'ai peut-être 10 minutes là. Si je vous fais rire pendant l'émission, ça marchera peut-être. Non, mais ceci dit, allez, Quentin, je vous coupe. Mais quand ça marche, c'est bien. Quand ça marche pas, c'est catastrophique. Vous venez de le dire. Et votre personnage, c'est ça qui lui arrive. Il va connaître les deux. Il va connaître. Alors dans un sens qui pourrait être inversé par avoir une forme de logique, on dirait au début on se casse un peu la gueule, puis justement ça commence à marcher. Lui, ça marche tout de suite. Et plus tard il se casse la gueule, on va y revenir. Mais nous, la première raison, c'est ça, c'est une fascination pour ce monde du stand-up. Et la deuxième, c'est que justement, avec un roman qui s'appelle Le Chagrin moderne, à une époque où justement, cette époque, un petit peu ténébreuse, morbide, enfin en tout cas moribonde, où on a l'impression que tout va mal. On cherche, je pense, beaucoup de gens cherchent une forme de respiration, d'oxygénisation à travers la littérature, notamment à travers les œuvres, la fiction. Et donc s'ils doivent se coltiner des romans qui s'appellent Le Chagrin moderne, ils auront juste envie de se tirer une balle dans la tête. Et donc j'avais envie de montrer tout de suite qu'il allait avoir une forme de lumière, de légèreté, de fantaisie dans le roman, avec un personnage principal qui est humoriste et dont la carrière au début en tout cas marche. Et ça allait presque m'autoriser et me simplifier la vie de mettre un petit peu de cet humour, un peu pince sans rire dans le roman, quoi, à travers l'écriture. Ah oui, il y a de l'humour, il y a du cynisme. On va en parler. Vous dites d'ailleurs le chagrin moderne, c'est un état gazeux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'il est assez indéfinissable. Et d'ailleurs, justement, en fait, dans la première version du manuscrit, je ne donnais pas vraiment de tentative de définition du chagrin moderne. Donc, c'est-à-dire que pour le lecteur ou la lectrice, tout au long du roman, on allait avoir une impression comme ça un petit peu impalpable de ce que ça allait être. Mais un mal-être, quoi. Ouais, un mal-être civilisationnel, mais oui, d'accord, mais ça veut dire quoi ? Et en fait, à un moment, mon éditrice m'a dit, il faut que ce fichu chagrin moderne là, dont tu fais une grande annonce à travers le titre du livre, mais qui finalement est tellement en sourdine et tellement larvé comme ça à travers le roman qu'il manque un peu de cette tentative de définition. Il faut qu'à un moment, tu t'essayes à l'exercice, quoi. Tu te prêtes à cet exercice-là. C'est ce que je fais à la fin du roman. Mais donc ça a été encouragé par mon éditrice et en effet ça a été un exercice, je pense, assez salvateur parce que je crois que c'est des pages qui permettent de quand même un petit peu mieux le verbaliser, même si je pense que pour moi, quelque chose qui est partagé par un certain nombre de gens, ce chagrin moderne, ça reste un truc qui est très personnel et subjectif et qui est effectivement vraiment impalpable. C'est cette sensation que tout va mais rien ne va, que on a à peine eu un début d'illusion que celles-ci ont été fracassées, abandonnées. Voilà. Un assèchement, vous dites. Ouais, une sorte d'assèchement. Alors, au début, ça a l'air plutôt sympa. Il part en vacances, en fait, avec sa femme et son fils, Marius, 5 ans, je crois. Non, moins que ça, 2 ans, 2 ans et demi. Un tout petit. J'ai mis un peu là dans. Il ne s'exprime pas encore vraiment. Pas trop à l'arrière de la voiture. Et puis tout d'un coup, il a une idée lumineuse, saugrenue, on va dire, c'est de les abandonner, même s'il les aime, de les abandonner sur un parking, que ce soit. Et alors, c'est très concret, parce que vous êtes journaliste, en plus, donc on suit un petit peu le Saint-Guilain Sud, etc. Il veut les abandonner. C'est terrible, ça. D'autant plus qu'au final, il les aime très fort, l'une et l'autre. Il a même une relation assez fusionnelle avec son fils de 2 ans. Il s'est vraiment senti bien en tant que jeune père qui, pendant son congé de paternité prolongé, en fait, s'est occupé vraiment de toutes les tâches, changer les langes, s'occuper des biberons, etc. Donc c'est pas du tout une remise en cause de son rôle de père. On pourrait penser que c'est le trentenaire qui fait une crise de la trentaine ou même de la quarantaine anticipée, mais en fait pas du tout. C'est plutôt tout d'un coup un humoriste et jeune père qui, notamment à travers son fils, notamment à travers son couple, mais surtout parce qu'il réalise tout d'un coup que il y a quelque chose quand même d'imminent, de tragique qui se passe, à savoir la destruction de l'environnement, le massacre des espèces vivantes, animales et végétales, l'impuissance qu'on a, nous, en tant que, je pense, citoyens, pour essayer de participer à la résolution de cet immense problème. En fait, tout ça se mélange, ça fait un peu une sorte de micmac comme ça, une macération dans son esprit, et le truc, à un moment, se cristallise sous la forme d'une pensée comme ça qui le submerge, dont il n'arrive pas à se débarrasser, qui est, en fait, il faut que tu abandonnes ta femme et ton fils. C'est comme si cette fuite allait engendrer une forme de libération. Sur l'autoroute, c'est pas rien non plus, les stations-service, etc., dans le climat anxiogène. Ouais, exactement. En fait, comme il est en hésitation, on va pas trop divulgacher, mais il est en hésitation de est-ce que je vais le faire ou pas. C'est pas simple de fausser compagnie à ceux qu'on aime, encore plus pendant un trajet en voiture, on est comme ça dans ce huis clos, cet espace très fermé qui est l'habitacle d'une voiture. Et justement, pour moi, je voulais renforcer un peu la sensation d'oppression et aussi la sensation de laideur, quoi. Il y a rien de joli à contempler quand on est sur le trajet
sur la route des vacances, alors que on va aller chercher un écrin de verdure, un peu d'espace et d'horizon, exactement, parce que la plupart des gens vivent quand même dans des environnements urbanisés, donc veulent fuir ça pendant les vacances. Mais en fait, d'abord, tout ce qu'on nous présente, c'est ce que l'humanité a construit de plus laid et depuis le plus rebutant, quoi. C'est votre premier roman, mais c'est pas votre premier livre. Le premier livre, c'était Alexandria. On va peut-être voir la couverture. C'était autour d'un des deux pionniers d'internet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors là, c'est vraiment du pur journalisme, mais sous la forme d'un livre. Long, comme on dit. Ouais, c'est ça. Et là, en fait, j'étais parti je vais presque dire à la chasse d'un homme de 65 ans. C'était ça, parce qu'il était reclus. Voilà, donc c'est un des deux inventeurs du web. Donc très rapidement, une des inventions majeures des 30 dernières années qui a vraiment changé nos vies en l'espace de 30 ans. Et cet homme, qui est un des deux fondateurs, il est belge, il a, à partir de 2013, décidé de se murer comme ça dans une forme de silence total, de se réfugier dans les forêts du Jura à la frontière franco-suisse où il vit. Il voulait plus donner aucune conférence, plus répondre à aucun journaliste. Il était en fait dégoûté de ce qui était devenu son invention, le web. Il avait un idéal très très fort au départ, qui était de bâtir une sorte d'Alexandrie des temps modernes. Ça n'a pas du tout pris la direction qu'il souhaitait, et donc il a décidé de juste ne plus jamais parler. C'est marrant parce qu'il y a un lien avec le roman. Je veux dire, côté un peu désabusé, le côté change de vie, quoi. La perte de ses illusions, quand même une forme d'inconfort par rapport à la modernité. Et donc ce Robert Caillot, qui est donc le belge co-inventeur du web, moi j'ai vraiment presque harcelé, parce que je voulais absolument qu'il rompe ce vœu de silence et qu'il me raconte l'histoire du web, qui a été qui a fait l'objet de très peu de livres, et surtout pas de littérature. Il faut se précipiter sur ce livre aussi. Donc on a bien compris que c'était plus une enquête journalistique. Vous êtes journaliste, vous êtes cofondateur de Wilfried. On va regarder quelques, vitrines, quelques couvertures. Ça aussi, il faut l'acheter. Ça va faire un sacré budget pour vos téléspectateurs, là, parce que voilà. Ça commence à faire beaucoup. On les voit. La dernière, c'est quoi la dernière couverture? Parce que là, c'est des anciennes, évidemment. Mais... Ouais, alors ça, effectivement, ça date un peu. Alors là, oui, crise de régime. Bon, on est toujours dans une crise de régime. Par contre, ça, c'est la dernière. D'accord, la Onyx Lefto. Il y a un côté road movie. Vous aimez bien les road movies. Bon, l'émission, on n'a plus trop le temps, mais il y a quelque chose qui vous plaît dans l'itinérance et tout. Il y a un truc que j'aime bien dans ce mouvement, dans ces déplacements. Merci Quentin. Quentin Jardon, Le Chagrin moderne. Alors l'éditrice dont on parlait, c'est l'éditrice de chez Flammarion qui vous publie un très beau roman. On attend le deuxième. Il faut y aller. Il faut bosser. Ouais. Et nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.